إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans notre émission et merci pour votre fidélité. Bienvenue parmi nos consultants et experts, professeur Rabah Kchad, docteur Sharif Driss, et dans un moment arrivera monsieur Kamel Chikhet. Deux dossiers à traiter ce soir. Le premier, faut-il réduire ou augmenter la consommation pour aider à une relance de l'économie? On s'inspirera d'une parole du second calife, Omar ibn Khattab. Ensuite, on parlera dialogue intersocial. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, n'est-ce pas le prophète, alayhi salatu salam, qui a réussi, grâce à Allah, à réunir entre Aws et Khazraj. On y trouvera de l'inspiration pour comprendre comment dépasser les divisions à l'intérieur d'un groupe social à référents divers. Mais tout d'abord, vous connaissez tous cette phrase de Omar ibn al-Khattab, faut-il que vous consommiez chaque chose qui vous plaise. Le calife des croyants dit cela après avoir vu un autre compagnon décider à dépenser son argent dans un aliment que l'on consommait rarement à l'époque, en l'occurrence de la viande. Alors, à travers cette formule très utilisée aujourd'hui dans notre société, mais pas du tout appliquée, quelle indication à caractère économique peut-on tirer? Sur notre page Facebook, vous étiez partagés. Pour Ahmed Saïd et Mustafa Mokhtar, il s'agirait plutôt de boycotter les produits trop chers pour induire une diminution de leur prix. Et pour Toufiq Hab et Hakim, il s'agirait plutôt d'une rationalisation des dépenses. Pour Nourdine Assourif, il est hors de question de ne pas consommer ce qu'on veut, puisqu'il il parle de lui, il dit qu'il travaille et se fatigue pour cela, en précisant que les dépenses doivent se faire hors gaspillage. Mais alors, qu'en pensent nos experts? Avec nous, d'abord, Monsieur Abdelrahman Aya, expert en économie. Salam alaikum, Monsieur Aya. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Marhaba bik. Monsieur Aya, quel impact une diminution des dépenses des ménages des produits de large consommation aura sur d'abord les portefeuilles des ménages, mais ensuite sur l'économie? Tout d'abord, permettez-moi de dire que c'est un sujet important et en même temps compliqué, car il est lié au comportement de consommateur. Moi je suis économiste, en sciences économiques, on traite c'est-à-dire la fameuse problématique comment satisfaire les besoins à travers des ressources rares. Les besoins sont des besoins publics, des ménages et les ressources naturelles, les ressources financières et ainsi de suite. Donc, il faut trouver une meilleure manière d'organiser les dépenses, à savoir bien gérer le comportement des agents économiques, surtout les ménages. Certes, il y a c'est-à-dire une certaine liberté, mais il doit être soumis à des conditions. Maintenant, malheureusement, c'est-à-dire actuellement, on voit le gaspillage partout. C'est pas uniquement dans les foyers, mais aussi dans les administrations publiques, les entreprises étatiques, privées, même dans le commerce de proximité, marché fruits et légumes, et actuellement, c'est-à-dire l'achat des produits pyrotechniques. Revenons maintenant à votre question, madame, c'est-à-dire une consommation rationnée permet de faire des économies. Premièrement, pour mieux satisfaire tout besoin par priorité, je dis bien par priorité. Deuxièmement, c'est-à-dire ne pas tomber dans l'endettement
Et troisièmement, le plus important, conserver, c'est-à-dire une somme pour l'épargne. Donc, c'est ça. Ça, c'est au niveau des ménages. Oui, c'est ça. Maintenant, si vous voulez, au niveau macroéconomique, il faut dire que la masse salariale des fonctionnaires représente maintenant plus de 45%. Donc, c'est important quand même par rapport au budget de l'État. Suite à la chute des prix du pétrole depuis septembre 2014, malheureusement, il y a le déficit partout. C'est-à-dire au niveau de balance de paiement, on était obligé de mobiliser presque plus de la moitié des réserves de change pour financer le déficit au niveau de la balance de paiement. Au niveau du budget de l'État, il y a aussi le déficit après l'épuisement total de fonds FRR. Maintenant, l'État fait appel c'est-à-dire à la planche à billets. Donc, sur le niveau macroéconomique, il y a ce problème de déficit. Puisque, vous savez, madame, on est toujours resté branché au marché extérieur quand il s'agit des produits, surtout les produits de basse consommation. Très bien. Et est-ce que justement en diminuant la consommation de cet agent économique qu'est les ménages, est-ce que cela peut aider justement les politiques de subvention publique qui sont menées actuellement? Ou alors plutôt disons que c'est un débat à ne pas peut-être qui sert plutôt à dissimuler le vrai problème. Moi je suis économiste. L'enveloppe budgétaire qui sera allouée aux transferts sociaux pour l'exercice 2019 dépasse 1700 milliards de dinars. Ça, c'est quand même important puisqu'on représente presque 20% des dépenses publiques. Malheureusement, il faut passer de subventions généralisées à la subvention ciblée. Mais ça nécessite, c'est-à-dire une base de données fiable pour mieux savoir les différentes couches. C'est-à-dire le référent salaire ne correspond pas, c'est-à-dire la réalité des pouvoirs d'achat des ménages. Puisque vous savez, madame, il y a des employés qui travaillent dans deux, c'est-à-dire entreprises, c'est-à-dire ils étaient obligés de ne pas, c'est-à-dire dire que voilà, on est en train de travailler dans deux entreprises différentes. D'accord. Donc, dans ce sens-là, il faut savoir travailler, des économistes, autorités publiques, pour passer aux subventions ciblées. Comme ça, c'est-à-dire, on n'aura pas le problème de déficit qui est un problème vraiment grave dans notre économie. Très bien. Et pendant que M. Kamachket nous rejoint sur ce plateau, je vous pose ma dernière question. Parmi les solutions pour une relance économique et pour aider à renflouer les caisses publiques, il y a l'incitation plutôt à la consommation. Oui, ça c'est un sujet important. Plutôt que la diminution. Oui, ça c'est un sujet important, mais par rapport c'est-à-dire, au modèle de croissance, nous malheureusement on est toujours lié à la rente pétrolière. L'État injecte, c'est-à-dire si vous voulez, les revenus pétroliers pour faire, c'est-à-dire booster l'économie. Donc la diversification de l'économie, c'est important, c'est primordial, c'est-à-dire il faut inciter l'investissement, appliquer des réformes au niveau des banques publiques et privées, trouver c'est-à-dire des solutions aux problèmes de notre bourse, malheureusement, qui ne fonctionne pas, c'est-à-dire dans les meilleures conditions.
plusieurs, c'est-à-dire même pour le marché du travail, même, c'est-à-dire pour les moyens de paiement, il faut, c'est-à-dire généraliser l'utilisation des cartes magnétiques, c'est-à-dire des chèques, et donner, c'est-à-dire aux jeunes, c'est-à-dire c'est-à-dire pour donner à nos jeunes, c'est-à-dire disons les capacités pour faire créer des entreprises, et comme ça on aura, Inch'Allah, dans les futures années, notre propre production. Très bien. Merci beaucoup, Abdelrahman Aya. Merci, c'est très gentil. Kamal Shket, salam alaikum. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce qui intéresse essentiellement dans la phrase de Omar Ibn Khattab, c'est cette dimension très humaine de la rationalisation des dépenses? Oui, d'un côté, mais surtout ne pas devenir l'esclave de sa propre consommation, la maîtrise de soi. L'exhortation d'Omar Ibn Khattab est pleine d'enseignements. On peut l'utiliser pratiquement dans tous les domaines. Mais justement, le phénomène de consommation est en train de causer beaucoup de dégâts, si je puis m'exprimer ainsi. Et cette consommation effrénée, nous la remarquons même dans nos fêtes religieuses. Par exemple, remarquez à chaque fois qu'il y a une fête religieuse, vous avez des produits qui doublent ou décuplent de prix parce que les gens consomment de manière effrénée. Et puis, nous avons aussi une consommation qui n'est pas du tout justifiée par moment. Donc, d'où l'intérêt, justement, d'être toujours sur le juste milieu. On consomme quand il y a lieu de consommer. Nous avons le droit de... Ça veut dire quoi, lorsqu'il y a lieu de consommer? C'est-à-dire que il y a une consommation qui doit se faire parce que la vie de l'homme ou l'existence de l'homme est inhérente à cette consommation. Et il y a ce qui est facultatif. Le problème, c'est que nous sommes pratiquement happés par une sorte de dictat, une sorte d'addiction à ce qui n'a pas l'importance, qui n'a pas beaucoup d'importance dans notre vie de tous les jours et qui nous coûte très très cher en termes de consommation. C'est l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui passe par, je lisais une fois, c'est dans des livres qui parlent de la maîtrise de soi chez les soufis. C'est quelqu'un qui passe par un boucher, et les bouchers, même à l'époque, faisaient rôtir la viande. Donc on vendait de la viande crue, de la viande rôtie, etc. Et il avait envie de manger de la viande. Et le boucher lui dit, mais prends-en et tu paieras plus tard. Il dit, non, je préfère plutôt maîtriser ma faim que d'avoir à subir une dette, etc. Et ce que nous remarquons à l'heure actuelle, c'est que la consommation elle-même a poussé certains ménages à ne plus prendre en considération les exhortations religieuses. Nous remarquons dans la société algérienne que des gens qui sont qui croulent pratiquement sous le poids des dettes dues à des crédits de consommation. Des prêts à la consommation, oui. Et j'en ai vu qui faisaient des prêts à la consommation, enfin des prêts pour acheter des téléphones. Vous savez, il y a une dizaine d'années, il y a un nouveau type de magasin qui a vu le jour. Vous entrez dans le magasin, le smartphone qui coûte 15 000 dinars, vous allez le payer à 25 000 dinars avec des paiements échelonnés. Et les gens se sont laissés aller à ce type de consommation. Et puis, ce que nous remarquons, c'est que certains, pour boucler les fins de mois, du fait qu'ils soient, par exemple, dans des postes de travail où ils ont une certaine maîtrise, on va dire, du client ou du demandeur, n'hésitent pas à demander ce qu'on appelle communément des pots de vin, rechwa, pour régler certains problèmes. Donc c'est un tout, c'est-à-dire que
la consommation en elle-même, quand elle est effrénée, quand elle n'est pas modérée, quand elle n'est pas pondérée, elle peut mener la société vers des choses qui ne sont pas du tout bonnes. Et c'est pas évident aussi de réglementer la consommation lorsqu'on a un marché qui est inondé par les produits à forte consommation, à consommation importante, large. Et en même temps, lorsqu'on ne mène pas aussi une politique de fortification de la productivité. En fait, c'est-à-dire qu'on peut approcher le sujet selon différents points de vue. Déjà, quand on parle de consommation, c'est-à-dire que le fait de consommer, moins consommer, n'a pas la même signification selon qu'on soit issu appartenant à un pays développé, moins développé ou moins avancé. Restant dans notre Pour notre cas, société. le problème qui se pose, et notre intervenant tout à l'heure par téléphone l'a si bien souligné, c'est qu'on est un pays dont la plupart des produits sont importés. Donc c'est là où le problème se pose, parce que la consommation dans les sociétés occidentales, quand il arrive les fêtes de fin d'année, il y a une ruée vers les hypermarchés, c'est-à-dire que je dirais même parfois c'est la razzia. C'est-à-dire qu'il y a cette consommation, mais le problème se pose moins pour deux raisons. Un, parce que c'est des sociétés qui produisent. Absolument. Et deuxième des choses par rapport au prix, on n'assiste pas à une augmentation exponentielle des prix. Pourquoi? Parce qu'il y a un État qui régule. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui régulent, il y a les lois de marché, il y a un contrôle. Pour notre cas, c'est vrai que quand on voit le schéma de notre économie, qui était une économie dépendant fortement d'un seul produit que sont les hydrocarbures, la rente pétrolière, l'outil de production, ce n'est que ces dernières années où on assiste quelque part à une certaine diversification, mais qui est timide, certes. Restons dépendants des Il y a deux une textes. offre, mais l'offre qui existe, c'est-à-dire que l'offre locale, elle est minoritaire par rapport à l'offre importée. Le problème qui se pose, c'est-à-dire par rapport à la consommation, il est doublement. On est passé d'une consommation comme étant une nécessité de répondre à des besoins primaires. On est dans un schéma de Maslow, ce qu'on appelle les besoins primaires. Il faut s'habiller, il faut manger, il faut boire. Vers une consommation, comme l'a si bien dit le philosophe français Jean Baudrillard dans son livre La société de consommation, qui a été publié en 1970, mais qui reste d'actualité, c'est la consommation comme un élément de différenciation sociale. C'est-à-dire que quand vous êtes invité chez certaines familles, il y a des familles qui sont aisées, c'est-à-dire qu'on sort la grosse artillerie pour faire un étalage quelque part dans De sa richesse. de sa richesse quelque part. On montre la voiture qu'on a acquise, on montre la nouvelle chaîne de Wi-Fi qu'on a acquis, le téléviseur, la maison qu'on a achetée. Et quand on sert à manger à midi ou pour le dîner, on sort toutes sortes de viandes. Viande blanche, viande rouge, poisson, les fruits. C'est-à-dire que c'est quelque part... tout à fait. On a dépassé le stade de répondre à un besoin primaire, un stade vers un site vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'un site de démarcation. Démarcation, oui. Ce qui explique que dans la plupart des cas, qu'il est très difficile de réfréner la consommation parce que ce n'est pas uniquement... C'est-à-dire que la personne a envie. Le gaspillage, parfois, il a une signification sociologique. Je gaspille. Je sais que je vais acheter 5 kilos de viande. Je vais servir à dîner. J'invite les gens. J'invite toutes sortes de viandes, toutes sortes de fruits. Mais tout en sachant que tout en plus, ils vont en consommer 10 ou 15%. Le reste, je vais le jeter. Ayant conscience de cela, je le fais quand même. Je le fais pourquoi? Parce que pour moi, c'est le seul moyen de me différencier de l'autre. Peut-être aussi, il s'agit de ne pas seulement se différencier de l'autre dans la même société. Il s'agit peut-être aussi de dire, voilà, je ne suis pas différent des autres, de ceux qui sont plus riches, qui vivent ailleurs. C'est une sorte de contestation aussi par rapport à un fait établi. Nous voyons aussi dans notre société des gens qui vivent comme si ils étaient dans un pays riche, développé. C'est-à-dire que oui, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que ça devient un élément de différenciation, c'est qu'on veut imiter, on est dans le mimétisme. Le conformisme. Le conformisme, oui, bien entendu, on est dans le mimétisme. C'est-à-dire que là, voilà, en Occident, c'est-à-dire que les gens, pour se distinguer, pour avoir un statut social, ils doivent habiter dans tel quartier, tel type de maison, envoyer nos enfants dans tel type d'école, consommer tel type de produit, lire une telle littérature et tout ce qui s'ensuit, par voie de conséquence, c'est-à-dire que je suis dans une logique d'altérité, c'est-à-dire que je me distingue de l'autre.
même par ma façon de manger. Je ne mange pas comme vous, je mange différemment, même le contenu n'est pas le même. À terme, c'est-à-dire que la conséquence de cela, c'est quoi? C'est que, je reviens toujours à ce que disait Baudrillard, c'est que le possédant devient le possédé. On devient quelque part l'esclave de ce produit et on en arrive même à le sacraliser. Peut-être là, par la suite, c'est l'occasion, si on a le temps, on s'étalera dans... Tout à fait. Oui. Et donc, en fait, on voit que le problème est d'abord sociologique. Psychologique. Psychosociologique. On est dans la psychologie sociale. Oui. La sociologie de la consommation, bien évidemment. Oui, pardon. Oui, bon, si on parle de la consommation des ménages, c'est ça. Donc il y a d'abord... D'abord, restons dans la consommation des ménages et cette nécessité de diminuer cette consommation-là. Oui. Est-ce qu'elle est indispensable? Est-ce que c'est une règle à suivre? Oui, d'abord, le budget familial il ressemble un peu au budget étatique, au budget d'une institution. Il y a le revenu, il y a les dépenses. Donc, si la famille, c'est-à-dire tout ménage, pourquoi il doit rationaliser ses dépenses? C'est tout simplement pour équilibrer ses finances. D'abord, s'il y a une diminution de la consommation, le premier coût qu'il va recevoir, c'est le ménage lui-même. Mais il faut aussi, dans le ménage, il faut certaines dimensions qui pourraient expliquer même le pouvoir d'achat. La taille du ménage, c'est très important. Donc actuellement, nous sommes, je pense, à 5,5 enfants, femmes, je pense. Donc c'est la taille du ménage, elle est importante. Et la composition aussi de la société en général qui est très jeune. Donc c'est une consommation qui concerne plus les jeunes. Et dans la famille aussi, il faudrait aller plus loin, c'est-à-dire segmenter ces familles. Il y a des familles, par exemple, très vulnérables. Ça, déjà, la consommation, elle est réduite par le pouvoir d'achat. On n'a pas besoin de leur limiter la consommation. Déjà, ce sont des familles très vulnérables, des ménages très vulnérables. Et à peu près, si on prend uniquement quelques indices, plus d'1,5 million de ménages sur à peu près actuellement autour de 9 millions de ménages. Parce que le recensement de 2008, il y avait 8,5 millions de ménages. Donc, maintenant, on a dépassé 9 millions de ménages. Donc, la rationalisation des dépenses ou de consommation, oui, c'est un comportement qui, dans un environnement déjà qui doit fonctionner avec cette notion de rationalité des dépenses. Pas uniquement les ménages, même les institutions. Lorsqu'on voit l'éclairage public dans la journée, est-ce que ça, c'est ça la rationalisation de la consommation? Oui, lorsque les robinets d'eau, par exemple en Europe, là où il n'y a pas de problème d'eau, on utilise les robinets dans la finalité et de rationaliser l'utilisation de l'eau. Ici, nous avons les robinets qui encouragent. Oui, bon, même à l'extérieur. À l'extérieur, bon, là on prend. C'est une société qui gaspille beaucoup de choses, qui gaspille un peu. Le gaspillage, c'est un phénomène qui pose problème. C'est à ce niveau-là. Et est-ce que les ménages qui gaspillent plus que, par exemple, on prend le budget public? C'est ça la question qui se pose. Donc, aucune étude sérieuse maintenant qui nous dise ou qui nous dit à quel niveau il faudrait limiter la consommation. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment gaspillage lorsqu'on voit justement un taux d'inflation qui reste important, des salaires qui restent quand même assez moyens, voire faibles? Est-ce qu'on peut dire franchement qu'il y a gaspillage? Écoute, oui, il y a un gaspillage à tous les niveaux. Gaspillage du temps, gaspillage de l'argent, gaspillage... mais depuis... On ne parle pas du... Oui, c'est le gaspillage dans le sens, on parle... Voilà. Oui, mais le gaspillage, on doit le définir. C'est quoi un gaspillage? À quel moment on peut dire que la famille ou les ménages sont en train de gaspiller? C'est vrai, on voit le pain, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que les ménages sont en train de gaspiller lorsqu'on fait ce qu'ils cherchent, c'est d'avoir le strict nécessaire ou le minimum nécessaire? Qu'est-ce qui est un minimum nécessaire au XXIe siècle pour un pays comme l'Algérie? Déjà, est-ce qu'on peut parler de gaspillage? Ça dit, quand on dit de gaspillage, ça dit, disons, on peut le définir tout simplement de façon très schématique pour simplifier les choses pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, c'est que ça dit consommer ce qui n'est pas nécessaire. Quand vous prenez une famille de 4 personnes, vous n'avez qu'un seul salaire et vous avez des charges comme le loyer et tout, le fait de dire à la famille de manger des protéines, de manger des vitamines, tout ce qui s'ensuit, manger de la viande 1 fois, 2 fois par semaine, pour certains revenir à gaspiller, pour d'autres c'est une nécessité.
quand on voit certains, par exemple pour les viandes rouges et notamment les viandes blanches, qui sont à la portée de la famille moyenne, le fait de dire à la personne, oui, vous touchez tant, 60 000 dinars par mois, 80 000 dinars par mois, vous ne pouvez pas vous offrir de la viande. Pour vous, à ce stade-là, c'est quelque chose de complémentaire. Quelqu'un qui touche le triple de ce salaire vous dit, oui, je peux le permettre et je peux même aller jusqu'à en manger et laisser la viande devenir une viande avariée. Donc tout dépend de ce qu'on entend par gaspillage. Maintenant, quand il y a des moments pendant l'année, on assiste à un vrai gaspillage, par exemple pour le pain. Le pain ou pendant le mois du Ramadan, là oui, c'est-à-dire quand on voit les poubelles, et ce qui est effarant, quand on sort dans les places publiques, on met des bacs pour le recyclage. Des bacs pour le plastique, pour le compost, mais on en est arrivé à mettre un bac spécial pour le pain. Ce qui n'est pas normal, c'est-à-dire que le fait qu'on soit arrivé à faire du pain à quelque chose qu'on peut le jeter, parce qu'il est subventionné. Paradoxalement, jeter le pain, enfin pas le jeter dans la poubelle, ça a permis aussi de créer de nouveaux emplois. Ça crée de nouveaux emplois. Oui, non, mais attendez, mais on va... Les déchets... Je ne sais pas si on peut... c'est un paradoxe. Même les déchets peuvent devenir quelque chose d'emploi et de richesse, oui, absolument. Oui, mais... Je veux dire, tout dépend qu'est-ce qu'on va faire avec ce plus, entre guillemets. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, qu'on peut... tout peut se recycler, c'est-à-dire presque tout, pas tout bien entendu. Mais quand on arrive à recycler du pain, c'est-à-dire qu'il y a un point d'interrogation qui se pose. C'est-à-dire que vous me dites, par exemple, dans les ménages, il y a les fruits et les légumes, il y a le compost. Il faudrait qu'on encourage. La semaine passée, dans la précédente émission, quand on avait avec nous la dame qui est venue par rapport au village de Kabylie, on encourage des activités liées au compost. Oui, on se pose la question, est-ce que les ménages font le compost? Oui, c'est-à-dire que le compostage, c'est quelque chose de nécessaire. Mais le fait de dire, voilà, on a besoin de 2 baguettes de pain, on en achète 8, c'est-à-dire qu'il y a un paramètre, quand vous dites à certaines personnes, si vous en consommez 2 baguettes, le reste, il faut le congeler. D'autres disent non, je ne peux pas le congeler parce que mes enfants ne veulent pas manger du congelé, ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part psychologique, il y a un problème de conscience citoyenne, c'est-à-dire de consommer ce qu'il faut, de savoir consommer et de dire qu'en fait de compte, c'est-à-dire qu'il arrive à des moments donnés qu'on consomme en fonction de nos moyens. Il y a Burka Ayata, notre réalisateur, qui me dit cela veut dire que finalement les finances ne sont pas touchées, les revenus. Non, c'est pas que ça. Ça va pas. C'est-à-dire, en fait, on est dans être apprécié par beaucoup de monde. Non, on est dans une quadrature de cercle. C'est-à-dire que généralement, la consommation est corrélée au revenu. C'est-à-dire plus on a un revenu élevé, plus on a tendance à consommer et parfois à consommer ce qui n'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas de ne pas augmenter les salaires, mais il est très difficile, par exemple, pour une famille de 4 à 5, dont les charges sont très élevées, de faire l'arbitrage quelque part entre les charges et ce qu'il y a lieu de consommer. C'est-à-dire que là, sincèrement, je suis là d'être la personne idoine pour conseiller aux familles ce qu'elles doivent consommer ou pas consommer. Mais pour une famille qui a 4 personnes, qui a des charges, dont le salaire varie entre 50 000 et 60 000 dinars avec un seul revenu, il est difficile de leur dire de rationaliser au plus tôt, plus qu'ils ne le font déjà. Très bien. Alors, d'un point de vue plus macro, il en a parlé d'ailleurs, Dr Abdelrahman Aya. Est-ce qu'on peut relancer l'économie par une diminution, une rationalisation des dépenses des ménages, ou plutôt par une relance de l'économie? De toute façon, allez-y. Je dirais les deux en même temps, en fait. Il faut que les deux travaillent. Il y a une conscience, comme vient de le dire notre ami Driss, il y a une conscience personnelle, citoyenne qui doit travailler, et puis il y a une responsabilité politique qui doit travailler d'un autre côté. À trop lire ce que produisent les altermondialistes à l'heure actuelle, ou à trop assister à des colloques faits par les altermondialistes, je ne sais pas, quand je fais la relation entre ce que j'entends et ce à quoi exhorte le Coran et la tradition prophétique, je me rends compte qu'il y a un équilibre
un équilibre très très fragile, très très précis même, établi par Dieu, qui fait que là où il y a dysfonctionnement, ce dysfonctionnement va fatalement se répercuter sur des points très très éloignés géographiquement parlant. Quand nous parlons de modération de la consommation ou quand nous déconseillons le gaspillage, ceci ne veut pas dire que d'un point de vue religieux, nous n'ayons pas le droit de consommer. Non. L'islam ne nous exhorte pas à devenir pauvres. D'ailleurs, pour être vraiment un musulman complet... C'est la dilapidation, le gâchis qui est interdit. C'est le gâchis, et donc c'est ça, c'est la responsabilité. Et puis, quand on étudie tout cela à l'échelle planétaire, on se rend compte que ce laxisme intellectuel dont fait preuve la majeure partie de la population mondiale, le fait de ne pas penser au lendemain, le fait de ne pas avoir de vision perspective et prospective, fait que nous sommes justement dans des problèmes qui, en raison de notre consommation, sont en train de nous mener vers un mur. Quand nous parlons aussi de consommation ou de gaspillage, ça n'existe pas uniquement chez nous, même en Occident, il y a beaucoup de gaspillage. Et puis, remarquez que les lobbies des affaires encouragent à la consommation. Je suis quelqu'un qui consomme du périmé sans problème. Vous me donnez du yaourt dont la date de péremption a dépassé le mois, je le mange le plus normalement du monde parce que je sais que l'industrie de l'agroalimentaire me pousse à consommer. Je consomme même des médicaments périmés, sans aucune crainte. Oui, bon, les gens sont libres. Non, vous savez, c'est avéré scientifiquement, même les médicaments. Parce que l'industrie pharmaceutique fait tout pour que nous consommions le maximum. Les médicaments, rares sont les médicaments qui se périment réellement. Donc cette tendance à la consommation effrénée a mené le monde actuel vers des états de crise qui deviennent de plus en plus ingérables. Et c'est ça le problème. Sur le plan financier, c'est la même chose. Nous nous sommes retrouvés nous sommes embarqués dans un système diabolique, carrément. Et tout va exploser un jour ou l'autre. C'est ça le problème. La religion ne veut pas faire de moi quelqu'un qui se prive, mais faire de moi quelqu'un qui soit responsable au maximum. J'ai le droit d'avoir plaisir, j'ai le droit par moment de faire des écarts. Ça n'est pas du tout interdit, religieusement parlant. Mais il faut que de par ma consommation, je donne un sens à ma vie. L'être humain n'est pas uniquement physique. Il y a d'autres dimensions auxquelles il faudra goûter, d'autres sphères auxquelles il va falloir s'élever dans la vie d'ici-bas. Le gros gâchis aussi dans une société est partagé en fait. Ce n'est pas seulement les ménages. C'est aussi, disons, parfois des dépenses pas toujours, disons, bien ciblées, des dépenses publiques, je veux dire. Oui. Faut-il pour autant diminuer les dépenses publiques, surtout les aides sociales? Regardez, il y a des modèles. Si on parle de la consommation, la culture de la consommation accompagne le projet économique. D'accord? Donc, si vous allez voir, par exemple, même dans l'économie de marché, il y a des choix de ce modèle. On prend l'économie, par exemple, monétariste, américaine, etc. Donc, c'est clair, c'est une économie, elle est basée sur l'économique pure. L'économie sociale du marché, vous prenez les pays scandinaves, etc., cette économie, elle est capitaliste, mais elle prend en charge les familles, les ménages vulnérables. Donc, et il y a, si vous voulez, la culture de la consommation, elle est déjà... Une entreprise, elle produit pour qui s'il n'y a pas de consommateurs? Elle produit pour qu'elle fonctionne, sinon elle quitte la scène, parce que l'économie de marché, les règles du marché sont claires. Donc la régulation du comportement de consommateur, c'est une régulation par la culture de la consommation, mais aussi la régulation par le prix, par plusieurs paramètres qui interviennent dans un comportement plus ou moins rationnel. C'est-à-dire que c'est le ménage lui-même qui régule son budget. Parce qu'ici, on parle... Moi, je préfère plus que la gestion du budget familial que de la consommation. Parce qu'un budget familial, j'essaie vraiment, dans le ménage, d'équilibrer les deux.
et j'essaierai de cibler, par exemple, dans la consommation, qu'est-ce que je dois consommer ou ne pas consommer. Là, lorsque vous êtes dans une économie qui est d'abord, il y a le consommateur et il y a la production. Mais nous, si vous prenez la structure de la consommation, la plupart des produits consommés sont importés, et même les produits qui sont c'est-à-dire locaux, les ingrédients sont importés. Donc notre coût fait, c'est-à-dire peut-être avec plus de 80% importé. Donc cette question qui est cruciale dans la consommation. Les ménages, est-ce que, maintenant votre question, c'est-à-dire les dépenses, oui, c'est-à-dire dans toute société, il y a d'abord certains créneaux où il est nécessaire de rationaliser les dépenses, bien sûr les dépenses publiques. Si on prend l'électricité, on prend l'eau, est-ce que vous avez vu, par exemple, des actions de communication pour inciter les ménages à une rationalisation de la consommation dans, par exemple, l'électricité, alors que les administrations qui gaspillent? L'eau, par exemple, nous avons un gros problème. C'est-à-dire là, l'horizon ou bien les perspectives en Algérie sont sombres parce qu'il y aura des problèmes, je ne sais pas, dans 20 ans, 30 ans. Est-ce qu'il y a une politique d'austérité par rapport à l'utilisation de l'eau ou bien on court toujours vers essayer de produire plus? Mais aussi, de l'autre côté, il n'y a pas un travail sur la consommation de l'eau. Soit dans l'irrigation, par exemple. Jusqu'à maintenant, l'irrigation se fait par les méthodes traditionnelles qui consomment beaucoup d'eau. Donc, les dépenses, ce n'est pas, c'est d'abord la rationalité dans la gouvernance, c'est surtout dans la gouvernance, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui un management efficient, atteindre les résultats à moindre coût. Et au lieu de dire que dans 30 ans ou 40 ans, il y aura des problèmes, ça serait aussi intéressant d'investir dans les infrastructures. Oui, mais l'investissement de l'infrastructure seul ne pourrait pas répondre aux besoins s'il n'y aura pas un travail dans l'autre sens de la rationalisation de la consommation, pas uniquement pour les individus, mais comme une culture par rapport à la consommation. Bon, moi j'ai fait la gestion en plus de 20 ans. Croyez-moi, il y a un problème dans la gestion, dans la rationalisation des dépenses. Lorsque, par exemple, on renouvelle, par exemple, le mobilier des bureaux, est-ce que c'est ça une priorité? Je vous donne un exemple. L'Inde s'est développée avec une infrastructure pas très bonne. Elle a misé sur le facteur humain, elle a fait tout un investissement sur le développement humain, sur l'innovation, etc. L'Inde, aujourd'hui, il est ce qu'il est. Mais il n'a pas, pour lui, la priorité stratégique, c'est construire une économie très forte. Et c'est cette économie qui va, après, elle va nous donner le reste. Donc il y a des choix à faire. Aujourd'hui, si je vais mettre tout l'argent dans l'infrastructure, sans aucune économie, je dois vous préciser, je dois rappeler seulement que depuis l'indépendance, il y a une question problématique, on n'a pas pu exporter $1 milliard hors hydrocarbures depuis l'indépendance. C'est-à-dire, vous pouvez faire le compte. Si un pays, depuis l'indépendance, une économie qui n'arrive pas à exporter... Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu dépasser $1 milliard hors hydrocarbures. Ah, les chiffres sont là, ce n'est pas moi qui donne ces chiffres, ce sont les chiffres officiels. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas une économie qui produit de la richesse, mais on a une économie liée au pétrole. D'ailleurs, à chaque fois, tout le monde essaie de voir est-ce que le prix monte, et est-ce que c'est avec cette économie qu'on va parler. Moi, je pense que le débat stratégique, c'est à ce niveau-là. Tant qu'on n'a pas une économie forte, la question de la consommation, pour moi, reste secondaire. Très bien. C'est sur ces mots-là qu'on va terminer cette première partie et on entamera la seconde. Alors, mercredi dernier, nous parlions justement d'un problème qui est assez récurrent. Et aujourd'hui, on se pose la question, dans quelle mesure le dialogue intersocial peut-il aider à une plus grande cohésion nationale à l'heure où certains préfèrent tirer la couverture sur eux et clament « je ne fais pas partie de cette culture, je ne parle pas cette langue, je ne fais pas partie de cette tribu » ou alors comble de malheur, je n'appartiens pas à cette classe sociale. Quelle nation édifier lorsque ce qui devrait enrichir une société est utilisé pour la diviser? Professeur Rabah Kchet, la première question est pour vous. Lorsqu'on parle de dialogue intersocial, on parle d'une dynamique et on évoque de nombreux paramètres qui doivent être pris en compte justement pour inciter à ce dialogue intersocial.
Oui, bon, un dialogue, c'est une action de communication, d'ouverture d'esprit. Donc, c'est une aussi. Bien évidemment, les sociétés qui sont stables, en général, ce sont les sociétés qui développent cette forme de communication, mais avec les conditions nécessaires, c'est-à-dire avec les conditions d'équilibre dans la communication, dans le dialogue. C'est-à-dire, il n'y a pas de préjugés. Lorsqu'il y a des préjugés, comme vous l'avez bien souligné dans votre introduction, bon, à ce niveau-là, j'imagine mal que le dialogue intersocial, comme vous le dites, va donner des résultats. Lorsque moi je pars de ce principe que je suis par exemple le plus intelligent, ou bien le plus, je vous demande de vous soumettre à mon projet par exemple, comme vous l'avez dit. Oui, le dialogue social, moi je le considère, nous avons un retard terrible en communication sociale en général. Et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte justement pour entamer ce dialogue? Bon, d'abord il faudrait d'abord qu'il y ait une volonté d'abord. Qu'il y ait une volonté. Et deuxième point, c'est qu'il faut rétablir la communication à tous les niveaux. La communication institutionnelle qui pose problème, la communication dans la famille, la communication dans la société, la communication sociale, etc. Bon, nous avons cette culture de communication fait défaut. Je me souviens bien, dans les années 70, par exemple, dans le système éducatif, il y avait même une matière qui nous habituait à dialoguer dans les classes. حان موعد أذان صلاة العصر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها.
رواه البخاري. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. اطلعوا على أحوال الطقس مع موبيليس. Aujourd'hui, l'enfant, il est dans l'école, il est soumis au pouvoir de l'enseignant, il n'a pas le droit de donner son âge. Donc, déjà, dans le système éducatif ou dans la famille, la socialisation... Les rapports dominants-dominés sont très présents. Et vous allez jusqu'à l'entreprise, jusqu'à l'administration, le chef, il est génie de tous les génies, son collaborateur n'a pas le droit de donner son avis, même s'il a le prix Nobel. Il est toujours soumis au pouvoir du chef. Alors, Chérif Driss, c'est quoi l'intersocial, le dialogue intersocial? Ça dit que, enfin, au sein d'une société, on n'a pas une société homogène, on n'a pas une société au sein desquelles les groupements ou les différents acteurs, il y a des minorités, il y a des acteurs, il n'y a pas une convergence, c'est-à-dire ce qui devrait être ou fonder ce qu'on appelle, plutôt constituer le référent qui organise, qui régule les rapports. Vous avez des sociétés qui sont hétéroclites, soit les lignes de démarcation peut-être à la fois ethniques, linguistiques, raciales, religieuses, et le plus souvent, ces contradictions, soit elles sont arbitrées, c'est-à-dire de manière pacifiée, à travers un dialogue, un dialogue dans lequel il y a un échange, sur lequel devrait être ce qu'on appelle le modèle de société dans lequel on évolue, soit l'arbitrage se fait le plus souvent, dans certains cas, de manière très violente, ce qui constitue parfois, ce qui aboutit des fois à des guerres civiles. Le dialogue intersocial, il est indispensable, comme l'a si bien dit le professeur Kichet, c'est que la première des choses, c'est la communication. C'est de dire que de dialoguer au-delà des différences, de s'accepter, c'est-à-dire
le fait que entre ces composants de la société, qu'on soit différents. On n'est pas obligé de s'entendre, d'être tous dans le même moule. On peut être différents, mais on peut s'accepter mutuellement. C'est là l'utilité du dialogue intersocial, c'est de dire qu'on est différents, on a des divergences, mais cela n'empêche pas qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse discuter, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse s'échanger sur la manière de travailler ensemble, sur la manière de trouver les réponses aux attentes des uns et des autres et de trouver le minimum syndical. Donc l'utilité d'un dialogue intersocial, c'est de trouver le minimum syndical, qu'on appelle le terrain d'entente, dans lequel tout le monde, ça veut dire, se reconnaît. Et pour ramener tout ce monde à la table justement du dialogue, il faudrait peut-être commencer par expliquer et intégrer la notion de justice et aussi, disons, aplanir les inégalités. Tout à fait. C'est-à-dire que quand on dit la notion de justice et la notion d'inégalité, faut-il encore s'entendre ce qu'on entend par justice, par inégalité. Mais le plus important, à mon sens, quand on dit justice et inégalité, c'est déjà bannir l'exclusion. Bannir l'exclusion. C'est-à-dire quand vous avez des groupements, c'est-à-dire humains, aussi bien par exemple dans les luttes intersyndicales, là, par exemple il y a des divergences aussi bien dans des pays en proie à des crises politiques très aiguës, structurelles. La première des choses, c'est de dire que cette société, elle est diversifiée. On ne peut pas imposer. Il serait, si vous voulez, inique et injuste de dire qu'il appartient à un tel groupe de définir les règles, ou plutôt le modèle de société. Il serait injuste de dire que notre façon de voir, elle est meilleure que la vôtre. Donc, il faudrait que, quand on dit la notion de justice, la prendre au sens global, au sens noble du terme, et de dire que quand on essaye d'agréger les différences, d'agréger les efforts, c'est qu'il y ait cette convergence et dans laquelle tout le monde se reconnaît et que personne ne soit lésé et exclu. Donc là, à mon sens, c'est là que le concept de justice prendra tout son sens. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'exclusion. On a un exemple important dans l'histoire des musulmans, justement, c'est lors de la deuxième, je pense, ou la première Moubaïa, lors de la première Moubaïa du prophète sallallahu alayhi wa sallam par les habitants de Médine. Celle qui a eu lieu à la Mecque même. Absolument. Il y avait justement des gens de tribus qui s'entretuaient, Aws wal Khazraj, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi justement à aplanir toutes leurs différences. Oui. Et il ne s'agissait pas d'oublier ce qu'ils sont ou de renier leur identité, mais il a trouvé le moyen de les rassembler autour d'un même projet. Oui, parce que il a réussi à faire en sorte que tous deviennent partie prenante dans ce projet. Parce que tout le monde aspirait à la justice avant même d'aspirer au dialogue. C'est ça. Notre ami Driss vient d'utiliser le mot minimum syndical. Vous savez, à l'heure actuelle... Ils ont dialogué bien avant de partir chez lui. Non, ils ont écouté Mus'ab ibn Umayr et ils ont bien compris le sens même du message. Ensuite, ils sont allés chez lui. Ils sont arrivés à s'entendre. Les velléités restaient encore assez vives, hein, parce qu'une fois, Abida'wa al-Jahiliya, vous voulez vous entretuer encore au nom d'un paganisme ancestral, alors que je suis toujours parmi vous. Donc les rancœurs, elles sont très très faciles à raviver. C'est d'où cette fameuse citation Farriq Tasud, diviser pour mieux régner. Donc vous savez, maintenant ma vision, la vision que j'ai personnellement à ma petite échelle du monde. Comme vous le savez, je suis membre de la Ligue des pays du Sahel. Vous allez dans des pays très très pauvres, économiquement parlant, ils sont au bord du gouffre. Dans un pays comme le Mali, il existe des familles pluriconfessionnelles, je ne sais pas, ou multiconfessionnelles. Vous avez un chrétien, une famille.
au sein d'une même famille. D'accord. Et dans pas mal de Ça pays. veut dire quoi multiconfessionnel? Ça veut Vous dire, avez, c'est on des a frères et sœurs, certains sont des musulmans, chrétiens. d'autres chrétiens et d'autres animistes. Ils vivent tous ensemble. Les chrétiens ont des noms romains, les musulmans ont des noms arabes ou musulmans, et les animistes ont des noms africains, le plus normalement du monde. Dans la même famille. Dans la même famille. Et chacun a choisi, chacun, à un moment donné de sa vie, a fait un choix, qui est le sien. Le père peut être musulman et la mère chrétienne. Peut-être qu'ils se sont mariés tous les deux musulmans ou tous les deux chrétiens. À un moment donné, l'un a changé de cap. Vous trouverez dans ces familles dites du tiers-monde arriéré, appelez-les comme vous voulez, beaucoup plus de tolérance et d'ouverture au dialogue que vous ne le trouveriez en Occident. Ouais. Pourtant, l'Occident... Sauf que en Occident, on a réussi... Ça, c'est au Mali. Il y a beaucoup de pays, un peu au Niger, beaucoup au Mali. Le Sénégal aussi, c'est un pays où, vous savez, il y a une ouverture terrible. À Madagascar aussi, on trouve ça. Et vous êtes face à des familles dites archaïques, avec un système de pensée très, très archaïque. Mais il y a une tolérance incroyable. Je pense que les Occidentaux ont réussi à fédérer les gens, à faire en sorte que vous deveniez partie prenante dans un contrat social. Il y a ce minimum syndical, il y a ce minimum d'esprit de justice qui fait que, au pire, je ne fais pas devenir un vecteur de troubles ou du chaos dans mon pays. C'était l'ancien, il est redevenu président en Indonésie, Mahathir, Malaisie. Je me souviens, quand il a quitté son poste, on lui a dit, comment se fait-il que de votre temps, il n'y a jamais eu de troubles en Malaisie? Il a dit, parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas de contestation tout court, il n'y avait aucune opposition, donc les choses étaient fluides. On lui a dit non, mais il y a une opposition effective dans votre pays. Il leur a dit oui, mais chacun pouvait espérer obtenir ses droits le plus normalement du monde. Et il a bien expliqué que dès lors où vous donnez à une personne ses droits les plus élémentaires, vous la pacifiez de la meilleure manière qui soit. Et c'est ce qui nous manque, nous. En Occident, vous savez, les sociétés occidentales sont des sociétés très, 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 très agressives. Il suffit juste de regarder les programmes télé. Si vous n'êtes pas dans la logique de la théorie de Darwin qui s'est transformée, donc on passe de l'évolution à la théorie des astronautes, et je ne sais pas ce qu'on va nous servir demain. Si vous n'êtes pas dans une consommation bien déterminée, si vous ne diabolisez pas l'islam et les musulmans, vous êtes mal vu, que vous le vouliez ou non. Et puis même, quand bien même vous arrivez à vous intégrer comme ils le disent, vous avez ce fameux plafond de verre qui, eu égard à des considérations d'ordre racial, fait que vous n'arriverez jamais à accéder au Saint Graal. Et donc, c'est des sociétés qui sont très agressives. Sauf qu'elles, de par un minimum de justice qui existe dans ces sociétés, on vous donne cette impression de bien-être qui fait que vous êtes pacifié d'entrée de jeu, vous êtes ouvert plus ou moins au dialogue. Alors qu'effectivement, dans le fond, même quand vous étudiez le passé même du continent africain, vous allez, avant même que l'on ait parlé de la charte des droits de l'homme, il y avait la charte du Mandé dans le royaume ou l'empire du Mali en 1222. Ça rejoint le concept de droit naturel, c'est les droits de l'homme plein pied, proprement dit. Donc, il y a chez nous des dysfonctionnements qui font que l'on n'arrive pas, à ouvrir justement ce dialogue, on n'arrive pas à instaurer cette culture
qui était celle des premiers, celle de quelques générations seulement. Le prophète, c'est de, comme vous l'avez dit la dernière fois, fraternaliser oui, la entre les Mécois et les Médinois, justement. Oui, donc il y avait absolument. des cultures, entre guillemets, différentes, qui venaient de tribus différentes, il y avait, entre riches et pauvres aussi, pour dépasser justement les différences. Mais attention, il restait encore des pauvres. Tout le monde n'a pas pu avoir droit à cette fraternalisation. Oui. Il y avait Al-Soufa, c'était les qui ont pauvres. choisi de l'être Al-Soufa. Pas forcément. Abu Huraira n'a pas choisi de l'être. Il faisait pratiquement partie de ces gens-là. Il y avait d'autres qui étaient responsables aussi. L'islam a su semer en ces gens-là un esprit qui n'était pas le leur, qui n'était pas celui des Arabes. Abdurrahman ibn Aouf, quand il est arrivé, justement, au prétexte justement de cette fraternalisation, il s'est retrouvé frère de Saad ibn Rabi' qui lui a proposé, qui lui a donné la moitié de sa fortune et lui a même proposé de répudier l'une de ses épouses pour la lui marier. Qala barakallahu laka fi malika wa ahlik. Montre-moi plutôt la voie du marché. La responsabilité, ça me fait toujours rappeler ce fameux discours, si je ne m'abuse, de JFK, qui disait ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut vous donner, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez donner à l'Amérique. Et c'est ça. Ne vous demandez pas ce que l'Algérie vous a donné. Oui. Demandez-vous ce que vous pouvez vous donner à l'Algérie. Oui, imaginez un seul instant. L'Algérie ne m'a rien donné. Non, mais même si elle ne m'a rien donné, d'accord. Est-ce qu'elle a donné quelque chose à Belouizdad? Est-ce qu'elle a donné quelque chose à Amirouche? Absolument. Et ces gens-là, à un moment donné de leur histoire, ont décidé de se donner, de se vouer à ce pays. Et moi, je suis aujourd'hui dans un pays où je sors de chez moi, même si je ne suis pas satisfait de tout ce que j'ai dans mon pays, à la limite, je n'ai pas un colon qui vient me fouetter ou me mettre dans un bantoustan. C'est ça. Est-ce qu'on a conscience réellement que qu'il n'y a pas de dialogue à l'intérieur d'une société, est-ce qu'on a conscience des divisions que cela peut avoir justement sur le futur, sur notre mental déjà d'abord? Oui. Sur la déconstruction de notre mental. Certaines situations conflictuelles sont pas... Elle est toujours dans la mémoire, due à cette question de manque de dialogue. Oui. Hein, et les conflits... De la décennie noire. La décennie, même après la décennie noire. Et même les conflits actuellement, beaucoup de conflits dus à l'absence de dialogue, mais aussi question de perception. C'est-à-dire, bon, on ne dialogue pas parce que ma perception est différente par rapport à vous. Donc le dialogue, je l'intègre dans la communication sociale en général. Dans la famille, le dialogue aide énormément à équilibrer les relations dans la famille et créer un bon environnement pour les enfants. Le dialogue avec les enfants. Donc, on peut... Bon, pour les pays, par exemple, comme le nôtre, on n'a pas vraiment, si vous voulez, des ethnies où on a besoin, si vous voulez, la communication ou le dialogue entre les ethnies. Mais nous sommes une société plus homogène. Donc, le dialogue devient plus facile si on l'utilise comme un outil de gouvernance. Surtout, je parle un peu des situations conflictuelles qui existent un peu partout. Le dialogue avec, par exemple, au niveau de la commune, avec la population, avec les jeunes, par exemple. Moi, je parle maintenant à partir des études que moi-même j'ai contribué à, même dans le cadre du PNUD. Ben, croyez-moi, le besoin le plus actuellement qui est exprimé par les jeunes, c'est d'être écouté. Plus que le besoin matériel. Si on peut évoquer plusieurs situations qui touchent les jeunes, donc la première problématique, c'est une problématique communicationnelle. Donc le dialogue, c'est dialoguer avec les jeunes. Nous avons trouvé des jeunes, par exemple, des chômeurs, et ils vous donnent, par exemple, si on discute avec eux, bien évidemment avec les conditions d'écoute favorables à l'expression des attentes, croyez-moi, ils ont des idées géniales pour qu'ils se prennent en charge. Donc l'absence de dialogue, l'absence de communication ou bien la communication unilatérale est un facteur qui n'est pas en faveur de la stabilité de la société. Très bien. Il y a aussi une dernière question. Il y a aussi donc le problème justement de l'écoute. Il faut arriver à se mettre autour d'une table et à s'écouter sans s'impliquer émotionnellement. C'est-à-dire essayer de s'écouter en toute objectivité. Il y a le problème de l'écoute, il y a le problème, la question aussi de l'identification, trouver une solution à cette question-là, et puis prendre en charge tous les dénis.
Enfin, ça fait preuve un petit peu d'une intelligence émotionnelle. Oui. C'est-à-dire que, pour revenir à l'histoire, quand on parle, juste une petite digression, par rapport aux sociétés qui ont réussi à transcender leurs divergences et devenir ce qu'on appelle plus dans une logique d'agrégation que de logique de ségrégation, est-ce qu'il y avait des sociétés qui ont été façonnées par la violence? Les sociétés européennes, c'est des sociétés violentes. L'histoire de l'Europe, elle est émaillée de violence. Mais avec l'émergence, quand on parle de l'État-nation, la modernité politique, c'est qu'on est arrivé à faire en sorte qu'il y ait un contrat social, à faire en sorte de sublimer cette violence, de la transformer de la réguler et de faire en sorte que l'arbitrage des contradictions se fait de façon pacifique à travers des mécanismes comme la participation politique, les élections. Dans une société, bien entendu, c'est-à-dire que ce que Chad l'a si bien dit, c'est qu'il y a l'écoute et il y a l'aspect qui est très important, qui est la communication. Et plus important aussi, c'est ce qu'on appelle de laisser son affect de côté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le problème, c'est dans les sociétés arabo-musulmanes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle cette émotion débridée. Il y a cet affect qui est débridé, à savoir que quand on discute avec quelqu'un, quand on arrive à la conclusion que la personne ne peut pas se convertir à notre religion, n'est pas d'accord avec ce qu'on dit, on l'exclut. On dit qu'il est l'autre, qu'il est notre ennemi. Donc je crois qu'il est indispensable de dépasser cette chose, c'est-à-dire de dépassonner le débat. Premier élément. Deuxième des choses, c'est de dire que si on doit arriver à une entente, il faut qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Toutes les sociétés qui ont réussi à bâtir ce qu'on appelle une certaine ingénierie sociale, de vivre... Pour dépasser justement cette question de concession, parce que forcément, lorsqu'on va appeler les gens à discuter et qu'on va leur dire dès le début qu'il va falloir faire des concessions, ça ne va pas être évident. Pour la simple, ça va pas être évident. Ça va être pas évident. Ils ne vont même pas écouter parce que déjà, ils viennent avec une charge. Et de la rancune, peut-être que certains ont été agressés, etc. Donc, ce n'est pas évident de les ramener tous à dialoguer. Dans les techniques de négociation, l'une des subtilités utilisées, c'est de faire croire aux acteurs qui négocient qu'ils ont plus à perdre qu'ils sont quand ils se séparent. Oui. C'est-à-dire que plus l'enjeu devient très important, plus le risque à perdre devient encore plus important, plus les gens seront plus enclins à communiquer. C'est-à-dire que si on dit que les choses, c'est une équation à somme nulle, où je gagne, c'est-à-dire que je dois gagner et mes gains doivent, ce qu'on appelle, signifier des pertes pour vous. Oui. Mais si on fait croire à la personne que ces gains peuvent devenir une perte pour lui et sa perte peuvent devenir nuisibles pour lui, et on arrive à convaincre la personne qu'en fait, qu'il est dans son intérêt de discuter, c'est-à-dire que ça devient un enjeu, ça devient, si vous voulez, non pas primordialiste, mais utilitaire. On fait preuve de pragmatisme, de dire que oui, il y a des rancœurs, oui, on n'arrive pas à s'entendre, il est impossible que j'adhère à sa façon de voir, il est impossible qu'il adhère à la mienne, mais si on doit se séparer, chacun reste dans son côté, quelque part, cette séparation, le coût de la séparation serait très élevé. Donc là, je crois qu'il faudrait faire preuve de ce qu'on appelle, on essaie d'utiliser ce qu'on appelle une rationalité instrumentale. C'est-à-dire qu'on instrumentalise, on est dans la logique pragmatique et utilitaire, de dire qu'il ne sert à rien de passionner le débat, il ne sert à rien de rester dans une logique d'exclusion, dans une logique d'altérité, dans une logique de rejet, mais plutôt, l'autre devient l'inclusif et non pas l'exclusif. C'est-à-dire que l'inclure dans le processus et qui est la concession que je dois faire, ce n'est pas une défaite, et la concession qu'il doit faire, ce n'est pas une victoire pour moi, mais bien au contraire, c'est une victoire pour le deux. Donc il faudrait les sociétés qui ont réussi, elles ont fait preuve de réalisme et de pragmatisme. Merci à tous pour vos analyses, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour 2 autres thématiques. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.